Après d'innombrables ruptures, de brèves retrouvailles et des années de tension, il semble que Pink Floyd ne se réunira plus jamais véritablement. À 81 ans, Roger Waters est prêt à partager sa version des faits, la vérité brute et sans filtre sur l'effondrement de l'un des plus grands groupes de rock. Pas question ici des gros titres ou des communiqués officiels, c'est la réalité intime et crue derrière la fin d'un groupe iconique. Était-ce une question d'ego? De trahison? Ou les germes de la destruction étaient-ils présents dès le départ? Dans cette exploration approfondie, nous dévoilons les révélations choquantes que Waters vient de partager, des détails qui surprendront même les fans les plus dévoués. Les réponses que vous attendez depuis des décennies sont enfin là. Si cette plongée dans l'histoire méconnue du rock vous captive, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer d'autres récits exclusifs comme celui-ci. L'ascension de Pink Floyd commence modestement. En 1963, Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright se rencontrent à la Regent Street Polytechnique de Londres. Personne n'aurait pu deviner qu'ils posaient les bases d'une révolution musicale. Avec quelques camarades, ils forment un groupe modeste, jouant des reprises R&B sous des noms farfelus comme Sigma 6, les Screaming Abdab ou les Megadeth. Tout change avec l'arrivée de Syd Barrett. Ami d'enfance de Waters, Barrett était un être à part, mi-mystique, mi-plaisantin. Il peignait, écrivait, jouait de la guitare et vivait dans un monde intérieur surréaliste qui a vite façonné leur musique. Avec lui, ils abandonnent les reprises classiques pour quelque chose de plus étrange, des jams expérimentaux, des bizarreries poétiques, des hallucinations sonores. Une nuit, apprenant qu'un autre groupe nommé T7 était à l'affiche, Barrett invente à la hâte le nom Pink Floyd, inspiré des artistes de blues Pink Anderson et Floyd Council. Ce moment marque le début de quelque chose d'extraordinaire. Vous voulez en savoir plus sur la naissance des groupes légendaires? Abonnez-vous aujourd'hui et rejoignez des milliers de fans explorant les origines cachées de la musique. En 1965, Pink Floyd enflamme les clubs underground de Londres avec des performances psychédéliques. L'imagination débordante et le charisme de Barrett en font une sensation culte. Leurs chansons s'étendent comme des rêves sans fin, souvent sans paroles, portés par des rythmes hypnotiques et une improvisation chaotique. Barrett ne se contentait pas d'écrire des paroles, il les conjurait comme des incantations, mêlant une fantaisie enfantine à une introspection troublante. Sa guitare était un tourbillon de larcènes et de virages imprévisibles, captivant le public. En 1966, Peter Jenner, maître de conférences à la London School of Economics, assiste à un concert et est conquis. Avec Andrew King, il devient leur manager, leur procure du matériel et crée Black Hill Enterprises. Ce partenariat affine leur identité, spectacles lumineux immersifs, visuels abstraits, concerts semblables à des voyages psychédéliques. Imaginer des projections, des bulles, un son quadriphonique précoce, c'était révolutionnaire. La presse peinait à les définir, le Sunday Times parlait d'un rêve éveillé. Tout le monde n'était pas convaincu, un club de jeunes catholiques refusa de les payer, arguant que ce n'était pas de la musique, ce qui mena à un procès qu'ils perdirent. Mais dans des lieux comme l'UFO Club ou le Roundouz, ils trouvent leur public, esprits curieux, rebelles, marginaux voyant du génie dans le chaos de Barrett. Pourtant, Barrett sombre. Le LSD, autrefois muse créative, commence à le consumeur. Ses performances deviennent erratiques, parfois, il ne joue pas du tout. Malgré ce chaos, il compose certains de leurs morceaux les plus emblématiques. Si ces récits des coulisses vous passionnent, abonnez-vous maintenant pour des plongées hebdomadaires dans les sagas du rock. Leur premier single, Arnold Layne, enregistré en janvier 1967, est audacieux, sombre, spirituel, provocateur. EMI leur offre 5000 livres sterling, et le titre atteint la 20e place des charts britanniques malgré des interdictions radiophoniques. Le suivant, Si Emily Play, grimpe à la 6e place, les propulsant sous les projecteurs mais marquant le déclin de Barrett. À Top of the Pop, il mime avec un regard vide. Les fans sont envoûtés. Il n'était pas seulement excentrique, il était magnétique, hanté, brillant. En août 1967 sort leur premier album, The Piper at the Gates of Dawn, un chef-d'œuvre psychédélique débordant d'énergie expérimentale et de paroles énigmatiques, principalement signé Barrett. Astronomie Domine explore le cosmos, Lucifer Sam déguise des récits d'espionnage en rock, Bike est une berceuse tordue. Barrett peignait des mondes sonores avec son esprit fracturé. Mais derrière les éloges, le groupe souffre. L'instabilité de Barrett s'aggrave, il se fige sur scène ou ne vient pas. Lors d'une tournée américaine, les choses empirent. À San Francisco, il désaccorde sa guitare en plein concert. Sur American Bandstand, il refuse de parler.
Ce n'était pas de la timidité, c'était plus sombre. Fin 1967, Barrett avait donné à Pink Floyd son âme, mais il s'éloignait déjà. Leur ascension et leur stabilité interne allaient vers une collision. Peu savaient que le prince psychédélique de l'underground londonien avait brûlé trop fort, trop vite. Vous adorez ces moments clés de l'histoire musicale? Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits épiques. David Gilmour rejoint le groupe et Syd Barrett est évincé. Alors que Pink Floyd atteint la célébrité, Barrett s'enfonce dans l'ombre de son esprit. Son comportement erratique inquiète, même avec la sortie de leur premier album, qui atteint la 6e place au Royaume-Uni avec des critiques élogieuses. La pression de la gloire et l'usage intensif de LSD par Barrett laissent des fissures visibles. Au Fillmore de San Francisco, il reste immobile, désaccordant sa guitare, perdu dans le son ou en lui-même. À la télévision américaine, comme sur American Bandstand ou The Pat Boone Show, son regard vide déconcerte. David Gilmour, ami de longue date de Barrett, originaire de Cambridge comme lui, voit les signes avant-coureurs. En visitant les studios de Chelsea, Barrett le reconnaît à peine. « Je connaissais ce regard », dira Gilmour plus tard. C'est là que tout a changé. Il n'était plus le même. Avec la notoriété croissante, le fossé entre le génie de Barrett et son effondrement mental devient indéniable. Le groupe, les managers Jenner et King, et les amis proches de Barrett espèrent que c'est passager. Mais l'espoir cède à l'inquiétude. Il reste en coulisses, guitare en main, sans réagir alors que le concert commence. Son détachement n'est pas seulement troublant, il menace l'image publique du groupe. Le point de rupture arrive lors de leur première tournée américaine. Barrett, autrefois cœur visuel et sonore, devient un fardeau. Il refuse de jouer, disparaît, ou reste immobile lors d'une performance mimée de See Emily Play. De retour à Londres, il est clair que cela ne peut continuer. Se séparer de Barrett est difficile, il est le fondateur, l'étincelle, le visage. Pourtant, la musique ne peut pas avancer ainsi. Si les ruptures de groupe vous fascinent, abonnez-vous pour plus d'histoires brutes de l'histoire du rock. En décembre 1967, ils font venir Gilmour comme solution temporaire. Il devait jouer et chanter sur scène pendant que Barrett se concentrerait sur l'écriture, gardant son titre. Cela s'avère vite irréalisable. L'état de Barrett se détériore, il devient presque catatonique, livrant des titres crus et troublants comme Scream Till Last Scream et Vegetableman, trop intenses pour être publiés par EMI. Même Apple and Orange, un single officiel, manque de la magie d'antan et échoue. Début 1968, l'inévitable arrive. Après des concerts désastreux où Barrett refuse de quitter le bus, le groupe cesse de venir le chercher. Mason demande « On va chercher Syd ?» La réponse, discrète, non. Barrett est mis à l'écart, pas de réunion formelle, pas d'annonce. Il n'est simplement plus invité. Avec Gilmour pleinement intégré, Pink Floyd avance, réticent mais déterminé. Barrett, autrefois étoile des scènes, observe de loin, remplacé dans son propre groupe. Certains gardent espoir. Water organise une rencontre avec le psychiatre R.D. Lain, mais Barrett refuse de sortir de la voiture. Un séjour à Formentera avec le docteur Samut ne montre aucun progrès. Le groupe continue, parfois avec Jimi Hendrix, mais toujours hanté par l'absence de Barrett. The Piper at the Gates of Dawn célèbre son génie tout en capturant une ère éphémère. Des titres comme Bike, Interstellar Overdrive et Astronomy Domine sont des échos d'un esprit unique. La flamme de Barrett s'éteint vite. En mars 1968, Pink Floyd se sépare officiellement de son chanteur-guitariste originel. La précision mélodique de Gilmour devient un pilier créatif pour des décennies. La transition est douloureuse, culpabilité, chagrin, l'ombre persistante de Barrett. Pourtant, Pink Floyd en sort plus fort, prêt pour une nouvelle ère explorant des thèmes que Barrett n'a pu fuir. La folie, la perte, la quête de sens dans un monde brisé. Son influence persiste dans des œuvres comme Wish You Were Here, 1975, notamment Shine On You Crazy Diamond, un hommage poignant. Barrett quitte la scène, mais pas leur cœur. Envie d'autres sagas émotionnelles de groupe? Abonnez-vous et plongez dans l'aventure. Roger Waters s'impose après le départ de Barrett. Beaucoup pensaient que Pink Floyd s'effondrerait sans lui, âme et architecte de leur magie psychédélique initiale. Au lieu de cela, ils se réinventent. Le chemin n'est ni fluide ni collaboratif, mais transformateur. Après Barrett, Waters devient le leader. A Saucerful of Secrets, 1968, fait le pont entre le chaos psychédélique et un son plus raffiné, conceptuel ou brut, inégal, mais fondamental.
Des albums comme More, 1969, Umaguma, 1969, Atom Atmoder, 1970, et Obscured by Clouds, 1972, privilégient l'atmosphère au refrain, l'expérimentation à l'attrait commercial. Les contributions semblent partager un temps. Puis The Dark Side of the Moon, 1973, change tout à un phénomène culturel, classé plus de 900 semaines, vendu à 45 millions d'exemplaires. Son visuel prisme devient légendaire. Water prend les rênes, écrivant toutes les paroles et façonnant le concept. Gilmour ajoute des moments musicaux clés, mais Water impose la vision. C'était une période difficile, dira Gilmour. On réévaluait pourquoi on faisait ça, confus, vide. Si les changements de pouvoir dans les groupes vous intriguent, abonnez-vous pour plus de coulisses. Wish You Were Here, 1975, suit, empreint de perte et de mémoire. Shine On You Crazy Diamond rend hommage à Barrett. Pendant l'enregistrement, Barrett apparaît, méconnaissable, plus lourd. Storm Thorgerson se souvient, certains ont pleuré. Il a parlé, mais n'était pas là. Cela secoue Water, l'album porte ce poids spectral. Animal, 1977, inspiré de la ferme des animaux d'Orwell, est plus sombre, plus colérique, divisant la société en chiens, cochons, moutons. Les tensions surgissent, Wright n'obtient aucun crédit d'écriture. Roger m'a interdit d'écrire, dira-t-il. Les fractures s'élargissent. Lors de la tournée In the Flesh, Water crache sur un fan bruyant à Montréal, un incident qui inspire The Wall. Les membres voyagent séparément, logent dans des hôtels différents, par la peine. Les liens se brisent. The Wall, 1979, double album monumental, est un cri personnel de Water sur l'isolement. Le producteur Bob Ezrin joue les médiateurs, mais les fissures s'élargissent. Wright, mis à l'écart, se dispute avec Ezrin et est licencié, mais joue la tournée comme salarié. Je ne voulais pas abandonner ça, dira Wright. J'ai joué de mon mieux, espérant changer les choses. Water se voit comme l'unique force créative. Wright est out, Gilmour marginalisé, Mason joue les médiateurs tout en luttant avec des problèmes personnels. Lors de la tournée The Wall, les membres se parlent à peine. Au sommet, Pink Floyd s'effondre de l'intérieur. The Final Cut, 1983, est pratiquement un projet solo de Water sous le nom du groupe, avec un apport minimal des autres. Peu après, Water quitte le groupe, convaincu que Pink Floyd ne survivrait pas sans lui, et intente une action en justice pour le dissoudre. Si les conflits d'ego vous captivent, abonnez-vous pour plus de révélations rock. The Final Cut marque la fin d'une ère. Au début des années 1980, Pink Floyd passe de pionnier underground à géant du rock. Le succès apporte un poids écrasant. Fracturés et épuisés, ils avancent sous le contrôle de Water. Initialement un épilogue à The Wall nommé Spare Brick, The Final Cut change après la guerre des Malouines de 1982, qui réveille la colère de Water contre le nationalisme. Les nouvelles chansons sont crues, personnelles, politiques, le point de rupture. Water s'oppose à Gilmour, qui veut du matériel frais, pas des restes de The Wall, et se sent exclu. Water écrit tout, sa vision domine. Michael Kamen joue les médiateurs, Wright est parti, Mason limité aux effets sonores. La demande de Gilmour de retarder l'enregistrement est rejetée, son crédit de producteur disparaît après une dispute. La pochette, un coquelicot sur un ruban militaire, est conçue par Water, abandonnant Hypnosis. Ce n'est pas un travail collectif, mais l'album de Water sous le nom de Pink Floyd. Sorti en mars 1983, il atteint la première place au Royaume-Uni, la 6e aux États-Unis. Certains, comme Kurt Lodé de Rolling Stone, le qualifient de chef-d'œuvre de l'art rock, d'autres y voient une complainte sombre sans l'essence du groupe. Pour Water, c'est une catharsis, un hommage à son père tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour Gilmour, une aliénation. Roger demandait ce que j'avais, je disais rien pour l'instant, se souvient Gilmour. Mais pourquoi utiliser des rebuts de The Wall? Malgré l'amertume, The Final Cut reste poignant, fermant une ère. Le groupe s'éteint doucement ou pas d'explosion en tournée ni de communiqué dramatique. Wright parti, Mason distant, Gilmour se tourne vers son album solo About Face, 1984, avec You Know I'm Right critiquant Water. L'album solo de Water, The Pro and Con of Itchy King, 1984, est personnel, abstrait, avec une pochette controversée. Aucun n'égale les sommets de Pink Floyd, signalant la fin du groupe. Un dîner en 1984 avec Water, Gilmour, Mason et le manager Steve O'Rourke aurait pu tout changer.
Gilmour et Mason partent optimistes, Water pense que c'est fini. Nous sommes partis avec des visions opposées, écrit Mason. En 1985, Water officialise son départ, informant EMI et Columbia, cherchant à dissoudre le groupe comme épuisé créativement. Apprenant qu'aucun partenariat légal n'existe, il poursuit pour le contrôle. Gilmour réplique, « Roger est comme un chien dans la crèche. Je me battrai. Personne n'a dit que Pink Floyd, c'était juste lui. » La bataille juridique dure jusqu'à fin 1987, Water cède sous la pression financière. « Sinon, ça m'aurait ruiné », admet-il. Envie de plus sur les guerres juridiques du rock? Abonnez-vous maintenant. Gilmour prend les rênes. Beaucoup pensaient que Pink Floyd disparaîtrait sans Water. Gilmour voit les choses autrement, sécurisant les droits sur le nom. Sur sa péniche studio Astoria, un nouveau Pink Floyd se forme, avec Wright de retour mais pas officiellement. A Momentary Lapse of Reason, 1987, est atmosphérique, porté par la guitare de Gilmour et des paroles externes. Moins profond que les années 1970, il s'inscrit dans l'ère MTV. Les tensions persistent où Gilmour accuse Wright et Mason d'être trop marqués par Water pour contribuer. Mason réplique, blessé. L'album surpasse The Final Cut et lance une tournée mondiale. Water tente d'empêcher l'utilisation du nom, réclame le cochon gonflable et interdit à ses ex-collègues ses concerts solo. L'équipe de Gilmour ajoute des traits comiques au cochon pour des raisons légales. The Division Bell, 1994, est plus doux, reflétant la vie de Gilmour avec sa femme Polly Samson, qui coécrit des paroles poétiques. Wright, toujours salarié, obtient des crédits d'écriture après 20 ans, mais reste amer. IOP clôt l'album, suggérant une guérison et une fin. La tournée est colossale où jouant Dark Side en intégralité, avec laser et stade plein. Mais la fin approche, aucun nouvel album ne suit. En 1996, ils entrent au Rock and Roll Hall of Fame sans Water. Puis, le 2 juillet 2005, la formation classique se réunit pour Live 8 à Londres. Répétition tendue, mais sur scène, la magie opère Brett, Money, Wish You Were Here, Comfortably Numb. Water attire Gilmour dans une étreinte collective, moment viral. Il admet que les années 1980 ont nui à tous. Malgré des offres de tournée énormes, Gilmour refuse, c'est fait. Plus de tournée ou d'album avec moi. La tragédie frappe, Barrett meurt en 2006, Wright en 2008 d'un cancer. Gilmour rend hommage, pas de Pink Floyd sans lui. En 2014, Gilmour et Mason utilisent des enregistrements inédits de The Division Bell avec Wright pour The Endless River, un hommage instrumental. Lou des temps Ward, de Samson, raille leur conflit, on râle, on se dispute, mais on continue, une fin mélancolique, sans Water. Il critique l'album, nie tout lien et réenregistre Dark Side en solo en 2023, avec des poèmes parlés. C'est mon projet, je l'ai écrit, déclare-t-il. En 2023, Samson traite Water de menteur, voleur, hypocrite, mégalomane. Gilmour soutient chaque mot. Water menace de poursuite, dénonçant une censure. En 2022, Gilmour et Mason, sous le nom Pink Floyd sans Water, sortent et Rise Up pour l'Ukraine. Water condamne, blâmant l'OTAN. Gilmour le traite de partisan de Poutine. En 2024, Pink Floyd vend son catalogue à Sony pour 400 millions de dollars, Gilmour poussant pour mettre fin aux disputes, 3 oui, 1 non. Aujourd'hui, Pink Floyd est plus une légende qu'un groupe actif, leur musique éternelle dans le vinyle et les streams. Si cela vous émeut, abonnez-vous pour plus d'histoires intemporelles. Après des décennies de génie, de conflits, de retrouvailles, de procès et de silence amer, Roger Water, à 81 ans, lève enfin le voile sur la véritable fin de cette légende. Pink Floyd était-il condamné à se fracturer? La vision grandissante de Water a-t-elle brisé le groupe? Ou les fissures étaient-elles là dès le départ de Barrett? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si ce voyage a ravivé votre amour pour leur héritage, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de vérités cachées sur les icônes de la musique. Ne manquez rien, abonnez-vous maintenant et restez dans la conversation de l'histoire du rock.